Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Vous écoutez Micro et Truelle, la chronique des archéologues de la ville de Lyon, en direct sur Radio Anthropocène. Pour cette dernière émission de l'année, nous retrouvons aujourd'hui Stéphane Gaillot. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et toutes. Stéphane, vous êtes géo-archéologue au service archéologique de la ville de Lyon. Et donc en tant que géo-archéologue, votre objet d'étude n'est pas véritablement un objet. Vous êtes plutôt spécialiste des paysages. Votre étude porte plutôt sur les reliefs, les fleuves et tout ce qui constitue l'environnement dans lequel on va retrouver les structures et biens archéologiques lors de nos chantiers. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter un objet. Quel est-il ? Alors précisément, ce n'est pas tout à fait un objet. Je l'ai entre les mains là. C'est un petit sachet tout petit. Ça fait 5 cm de haut, 3 de large. C'est ce qu'on appelle les mini-grippes. Et dans ce sachet, on a de la terre. On a une argile grisâtre qui est très sèche. Alors quand on l'a prélevée, c'était beaucoup plus humide que ça. Mais ça fait 10 ans maintenant qu'on l'a prélevée. Et ce sachet de sédiments, eh bien, ça a l'air de rien comme ça. Mais quand on le soumet à des analyses par différents spécialistes, c'est vraiment un travail... on va vous parler d'un travail collectif. Eh bien, on peut le faire parler. On trouve pas mal de choses qui nous renseignent sur les environs et sur l'époque qui nous intéresse. Alors, comme d'habitude, avant d'en savoir plus sur le contenu de ce sachet, on va commencer par le replacer dans son contexte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où viennent ces sédiments ? Alors, ce sachet de sédiments, il vient d'une fouille qu'on a fait en 2014 avec le SAVL sur la place Abbé-Larue. Donc, c'est une place qui est sur la colline de Fourvière, pas loin du théâtre antique, un petit peu au-dessus, qu'on a fouillé en équipe entre janvier et juillet 2014. Donc c'est une assez grosse fouille qui a duré 7 mois et qui était très intéressante. Alors on va mettre un focus aujourd'hui sur ce dont on va parler, sur une période particulière. Mais on a trouvé notamment là-haut l'enceinte gauloise, ce qu'on appelle le Murus Gallicus, dont vous avez peut-être eu l'occasion de parler déjà, pas encore. Donc c'est la première fois qu'on trouvait une enceinte gauloise à Lyon, et ça, c'était nouveau. Puis, au-dessus de cette enceinte gauloise, il y avait la muraille romaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après la muraille romaine, qu'on a eu aussi l'occasion de fouiller, il y a la muraille moderne et même contemporaine. Alors, la muraille contemporaine n'est pas place Abbé-Larue proprement dite, mais elle redescend juste à côté, au niveau du quartier de Saint-Georges. C'est ce qu'on voit quand on est à Laval, à la sortie du quartier Saint-Georges, au-dessus de nous, cette grande muraille, eh bien, c'est un héritage quelque part, en tout cas en termes de localisation, de quelque chose de beaucoup plus ancien. Et votre prélèvement, du coup, dans ce chantier qui est quand même assez riche, où est-ce qu'il se situe précisément ? Alors, ce prélèvement, il se situait le long de l'ancienne muraille gauloise. Et donc, alors, le chantier n'était pas immense en termes de superficie, mais on est allé relativement profond. On a dû creuser 5-6 mètres de profondeur. Et le long de de ce Murus Gallicus, on avait des niveaux d'une mare ancienne. Et le prélèvement vient de cette mare, dans la mesure où ce type de prélèvement, qui vient de mare, nous renseigne sur un certain nombre de choses. Est-ce que c'est courant de faire ce type de prélèvement sur un chantier archéologique ? Alors, ce type de prélèvement est assez courant parce que, alors je ne l'ai pas décrit précisément, mais c'est quelque chose de très argileux, c'est quelque chose d'un peu gris bleuté, de très fin. Et ça, pour nous, pour les géomorphologues et les sédimentologues, ce sont des argiles qui sont typiques de niveau de décantation. Donc, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans de l'eau. Or, quand on fouille à Lyon, on a très très souvent l'occasion de fouiller dans des zones qui ont été inondées ou qui correspondent à d'anciens cours d'eau. C'est toutes les zones qui sont aux abords de la Saône et du Rhône, notamment la plaine de Vèze, la presqu'île lyonnaise, et puis toute la rive gauche du Rhône, quartier Guillotière, quartier des terreaux, ce genre. Alors, terreaux, c'est presqu'île, mais Guillotière, Brotteaux. Dans toutes ces plaines alluviales, on a des anciens dépôts de cours d'eau qui peuvent avoir ces aspects de sédiments de décantation. Et que cherchez-vous exactement, du coup ? Alors, l'intérêt de ces sédiments, de ce type de dépôt, c'est qu'ils emprisonnent
un certain nombre d'indicateurs, ce que nous on appelle des indicateurs paléo-environnementaux. Quand vous êtes dans une mare, quand vous êtes dans un trou d'eau, d'une façon générale, tout ce qui est aux alentours peut y décanter. Je sais que vous avez fait une émission il y a quelques temps sur les fosses. Et ben sur les fosses, on trouve ce qu'on y a, de quoi on l'a rempli, mais aussi ce qui a pu tomber naturellement dedans. Et ben une mare, un ancien chenal, une ancienne piscine, pour les archéologues du futur, ou une ancienne mer même, c'est ce qu'on appelle une zone de sédimentation. Dans cette sédimentation, vous avez à la fois une sédimentation naturelle, là c'est la terre qui donne ces argiles, mais vous avez aussi tous les indices paléo-environnementaux des alentours. C'est-à-dire que si vous allez jeter vos poubelles, eh ben vous aurez des petits indices de poubelles. Si vous y faites vos besoins, vous aurez des indices dont on va parler tout à l'heure sur le fait que vous y avez fait vos besoins. S'il y a une végétation aux alentours, vous pouvez avoir des pollens, des charbons de bois. Si vous avez fait de la sidérurgie à côté, vous pouvez avoir des eaux qui ruissellent et qui délavent un atelier de sidérurgie, etc., etc. Donc nous, on prélève dans ces niveaux dans lesquels on ne voit rien à l'œil nu, mais en sachant qu'il y a un potentiel d'indicateurs sur lesquels on va travailler en faisant appel à d'autres spécialistes que nous. Alors justement, comment on travaille sur ces prélèvements? Comment on procède pour les analyser Alors, pour les analyser, voilà, le géomorphologue sur le terrain, il sait que dans ce genre de milieu, ce que nous on appelle un milieu ou un faciès, le faciès c'est l'allure qui a un sédiment ou l'allure qui a une couche, on a des bonnes chances d'avoir des indices bien préservés. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les terres. Vous avez des terres, par exemple des choses très sableuses, très oxydées, où on sait que un certain nombre de choses vont pouvoir se conserver, mais d'autres beaucoup moins. Et les indices, notamment les pollens, tout ce qui est organique, tout ce qui est matière organique, se conservera beaucoup moins. Mais d'un autre côté, on ne voit rien à l'œil nu, sauf que parfois on peut voir des coquilles. Enfin, je me souviens qu'à Abbé-la-Rue, on avait déjà vu des coquilles, des choses comme ça, des petites coquilles, de la petite malacofaune, ce sont les petits escargots. Donc on savait qu'il y avait même peut-être des petits restes d'insectes, donc on savait qu'on avait un beau potentiel. Mais une fois qu'on prélève de façon très soigneuse, typiquement pour les pollens, quand je dis de façon très soigneuse, c'est-à-dire que vous n'allez pas prélever ces sédiments un jour de grand vent, quand vous avez tous les platènes qui lâchent leur pollen, parce que là, vous allez avoir une pollution. Donc vous faites bien gaffe, vous nettoyez vos outils, on est presque en police scientifique. Enfin, j'exagère un peu, mais vous nettoyez bien les outils, vous échantillonnez régulièrement, vous identifiez bien vos sachets, et après, vous allez les dispatcher à un certain nombre d'archéologues qui sont encore plus spécialisés que nous, et qui vont... les uns étudier les pollens, les autres, les carporestes, c'est les graines. On a les charbons de bois, en tout cas les parasites intestinaux dont on va parler tout à l'heure. Et on a ici, l'étude a fait appel à 7 spécialistes différents qui vont chacun donner leur contribution et leur grille de lecture. Et c'est le mélange de ces différents indices qui vont nous permettre de conclure sur des choses qui ont lieu aux alentours de la mare, qu'on avait appelée la mare aux canards. Alors, sans savoir s'il y avait des canards d'ailleurs. Donc pour en revenir à cette mare, qu'est-ce que ce prélèvement nous apprend sur le site Alors ce prélèvement, il nous a appris beaucoup de choses. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que on n'a pas le temps ici, mais il nous a appris notamment des choses sur la végétation environnante. Il nous a appris au moment... Alors, il faut dire que la mare, déjà, la première chose qu'on fait en archéologie, c'est de dater. C'est de dater les formes, y compris les formes naturelles, parce que ça ne sert à rien de faire une étude paléo-environnementale si l'objet d'étude n'est pas daté. Là, c'est quelque chose qui date entre 30 et 15 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire du tout début de la romanisation. Les Gaulois ne sont pas partis, mais en tout cas les Romains, la colonie romaine s'est installée, et cette mare, elle va refléter ce début de la romanisation sur la colline de Fourvière. En termes d'environnement, elle nous apprend que le paysage était très ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Les quelques arbres qu'il y avait,
ils étaient situés autour de la mare et c'était des espèces de milieux humides. On avait des saules, des zones, des choses comme ça. Et en revanche, on sait, par l'intermédiaire des pollens et des graines, qu'on avait aux alentours des champs, des choses comme ça. Donc il ne faut pas non plus imaginer une zone complètement urbanisée et dans laquelle on n'avait aucun espace naturel. Ça, c'est un premier indice, enfin une première grille de lecture. On apprend aussi par les parasites dont j'ai parlé tout à l'heure, les parasites intestinaux, les œufs des parasites intestinaux qui vont parasiter le bétail, mais aussi les hommes et certains animaux carnivores, vont très bien se conserver dans certaines conditions. Donc on a soumis à l'analyse à un parasitologue, un paléoparasitologue, un collègue de Besançon, nos sédiments, et il a trouvé des parasites spécifiques à des troupeaux de bovins, d'ovins, aussi aux hommes et à certains animaux carnivores. Il en a aussi déduit, alors là on est sur l'hypothèse, mais qu'en termes d'état sanitaire des populations, notamment sur les humains, il pouvait y avoir des problèmes d'état sanitaire avec des diarrhées ou des choses comme ça qui sont provoquées par certains parasites intestinaux dont on trouvait les œufs en quantité. Et ça a aussi une conséquence sur le côté salubre ou insalubre de la mare. Parce que nous, en archéologie, il y a une grille de lecture qui est très importante, c'est, quel que soit le site, quid de l'alimentation en eau d'un site. Alors, quand on est près des rivières, assez logiquement, on se dit, on va chercher l'eau dans les rivières. C'est pas aussi simple que ça, parce que parfois, ça peut être en crue, parfois, ça peut être à l'étiage. Mais en tout cas, globalement, on a une proximité de l'approvisionnement en eau. Quand on est sur le plateau de Fourvière, c'est différent. Et c'est pour ça que les Romains ont fait des aqueducs. Et là, quand on est à flanc de versant, il n'y a pas énormément de sources d'eau. Donc on s'est dit, en fait, cette mare, elle est peut-être d'origine artificielle et c'est peut-être un endroit dans lequel on puisait l'eau. Parce qu'on a besoin d'eau pour vivre. Ça, c'est une constante de l'archéologie et de l'anthropologie. Et en fait, on s'est rendu compte par l'intermédiaire de ces études de parasitologie que c'était des eaux insalubres. Peut-être que le bétail allait boire un petit peu dedans, mais on ne faisait pas plus. Et puis le dernier indicateur, c'est la romanisation du régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on a trouvé, en termes de plantes consommées, d'espèces consommées, alors il y avait des bouts d'os, des choses comme ça, mais ça c'était dès les Gaulois, et on a trouvé des indices de plantes. Alors le raisin, il était aussi connu des Gaulois, bien entendu, mais on a aussi trouvé des résidus de plantes comme la figue, comme les noix, comme les olives aussi, qui ne sont pas complètement exclus pour des périodes antérieures, parce que les Gaulois, ils commerçaient, mais qui, compte tenu de leur quantité, sont vraiment un indice de... On appelle ça la romanisation, c'est-à-dire qu'on est arrivé et on importe avec nous des pratiques alimentaires locales. Tout comme un Français qui va aller aux États-Unis, il va peut-être être content de temps en temps avoir son sandwich pain camembert ou son jambon beurre. Là, les Romains, ils ont fait pareil. Merci beaucoup. Merci Stéphane d'être venu nous parler de votre métier et de cette mare antique découverte place Abbé-Larue. Votre discipline au croisement des sciences dures et des sciences humaines nous permet véritablement de mesurer l'impact des actions de l'homme sur son environnement, et donc pas seulement aujourd'hui. On n'imagine pas forcément qu'un petit sachet de terre comme celui que vous avez apporté aujourd'hui puisse contenir autant d'informations, et on n'imagine pas non plus que des petits gestes anodins comme celui d'uriner dans une mare ou de planter quelque chose à proximité de la mare puissent être encore visibles dans notre environnement des milliers d'années plus tard. Donc, si vous désirez en savoir plus sur l'apport de la géoarchéologie en milieu urbain, nous vous recommandons la lecture d'un article auquel vous avez contribué d'ailleurs, Stéphane, dans le Journal of Human Paleoecology. Nous vous remettrons la traduction non, mais en tout cas le lien vers cet article sur le site de Cité Anthropocène et de Radio Anthropocène. Et vous pourrez également réécouter cette émission et tous les podcasts de Micro et Truelle. Très bel été à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.